Bon, il est 11h45. Comme on a une période d'une demi-heure, ce que je vous propose, c'est de commencer. Et donc, je tenais à vous remercier de votre présence aujourd'hui. Comme je le disais, on va vous faire une intervention à deux voix du CEREMA sur comment adapter l'aménagement urbain et le bâti existant aux fortes chaleurs. Et je voudrais commencer par quelques mots pour indiquer que le CEREMA, dans l'ensemble de ses thématiques, a souhaité se positionner sur la question de l'adaptation. L'adaptation, en fait, c'est comment rendre ce qui existe aujourd'hui prêt pour les climats de demain et comment on peut préparer quasi automatiquement ou quasi systématiquement l'ensemble de nos infrastructures, l'ensemble de nos modes de vie au climat de demain. Donc on va essayer de vous montrer comment on travaille sur l'aménagement et comment on travaille sur les bâtiments. Et donc je vais passer la parole à Arnaud Seth et puis je reprendrai la parole ensuite. Merci Laurent. Donc bonjour, Arnaud Seit, je suis responsable du pôle satellite au sein du CEREMA. Donc une équipe où on travaille la valorisation de l'usage des données satellitaires pour produire de la donnée, des indicateurs sur l'ensemble des thématiques portées par le CEREMA et produire la donnée indicateur qui enrichissent et complètent des données qui existent déjà par ailleurs de l'hygiène ou d'autres organismes. Donc juste quelques mots. Donc je suis Laurent Arnaud et je suis le responsable du domaine bâtiment au CEREMA. Et on vous a préparé une présentation assemblée associant les deux thématiques. Donc là, je vais vous présenter une étude qui a été réalisée par le CEREMA pour Rodez Agglomération, où l'objectif était d'identifier et réduire les îlots de chaleur urbains. Donc cette étude, elle a été réalisée dans le cadre d'un appel à projet en 2020, Plan régional santé-environnement en Occitanie, et avec un petit focus sur promouvoir un urbanisme, un aménagement du territoire et des mobilités favorables à la santé. Donc cette étude, elle s'est articulée autour de trois axes. Un premier axe de diagnostic et de cartographie autour des local climate zones dont je parlerai un petit peu plus tard. Le développement d'une boîte à outils pour voir un petit peu comment agir. Et enfin, un troisième axe qui formulait des préconisations sur un ensemble de sites qui avaient été choisis. Alors quelques mots rapides concernant le diagnostic et la cartographie des LCZ qui a été faite sur le territoire de Rodez Agglo. Donc il s'agit d'avoir de la donnée bien précise pour vraiment traiter de la thématique de la surchauffe urbaine et notamment du phénomène des îlots de chaleur urbains. Et pour cela, on a mobilisé une méthode de référence pour la réalisation de diagnostics d'îlots de chaleur urbains à un premier niveau qui s'appelle la méthode LCZ pour Local Climate Zone et qui consiste à découper le territoire en îlots homogènes d'un point de vue morphologique et comportement climatique. Et donc, cette classification que vous voyez là sur l'illustration à droite permet de découper un territoire suivant la morphologie urbaine et également fournir des informations sur des classes non bâties. C'est ce qui est affiché sur la colonne de droite. Donc cette production de données Climate Zone consiste à croiser des indicateurs qui sont issus pour la plupart d'images satellitaires, mais également issus de données de l'hygiène ou d'autres sources de données. Donc on mobilise des données de hauteur de bâti, des données d'occupation du sol pour sortir des informations sur l'imperméabilité et les taux de végétation. Alors voilà quelques illustrations qui montrent un petit peu la méthode utilisée. Donc nous sommes partis d'images de satellite Spot7. C'est des images à 1,50 m de résolution, donc un niveau de résolution qui est parfaitement adapté pour ce besoin-là, qui permet de dériver des données d'occupation du sol. Parallèlement de cette image Spot7, on a utilisé des outils de découpage morphologique du territoire. Donc c'est l'illustration que vous avez en bas à gauche. Et donc en croisant les informations d'occupation du sol et ce découpage du territoire en îlots morphologiquement homogènes, on arrive à produire différents indicateurs à cette échelle-là. Et cette production d'indicateurs dérivés de données d'occupation du sol permet d'aboutir à cette classification Local Climate Zone qui est illustrée en bas à droite et qui montre justement les secteurs les plus affectés, les plus susceptibles d'être affectés par le phénomène d'îlots de chaleur urbain. À partir de ces données Local Climate Zone,
on a pu les croiser avec d'autres données de vulnérabilité. Sur la carte que je vous présente, là, vous avez un croisement de ces données Local Climate Zone avec des établissements recevant du public et du public vulnérable. Donc il y a des crèches, des écoles maternelles ou des EHPAD. Et ça a permis d'identifier qu'une vingtaine de RP étaient particulièrement vulnérables au phénomène d'îlots de chaleur urbain. Je me permets un petit focus là sur une production qu'on a réalisée au niveau national, parce qu'au CEREMA, on était sollicité à plusieurs reprises par des collectivités pour réaliser un diagnostic Local Climate Zone pour travailler sur cette thématique de la surchauffe urbaine. Et donc on a mis en œuvre un peu nos outils, tout ce qu'on avait développé, en partenariat avec un cofinancement DGLN, pour développer un service gratuit permettant de prédiagnostiquer la sensibilité des territoires au phénomène d'îlots de chaleur urbain. Donc concrètement, ça couvre 12 000 communes et ça représente 44 millions d'habitants. Et ça regroupe les 88 plus grandes aires urbaines de France métropolitaine. Comme je l'évoquais tout à l'heure, cette méthodologie-là s'appuie sur l'utilisation de données spot, images satellites. Et on travaille actuellement à l'extension de cette production nationale pour les Outre-mer. Alors vous avez les liens là à droite, juste pour montrer que cet outil est disponible gratuitement pour la visualisation cartographique. Et les données sont accessibles sur DataGouv. Je reviens un petit peu sur l'étude que l'on a réalisée pour le compte de Rodez Agglo. Donc à partir de ce diagnostic Local Climate Zone qui a été réalisé, on a pu identifier en partenariat avec Rodez Agglo 4 sites sur lesquels Rodez souhaitait travailler, donc qui présentaient une diversité de contextes, mais également une diversité de solutions à mobiliser pour s'adapter au phénomène de surchauffe urbaine. Donc on a, pour un petit peu travailler sur ces sites qui ont été préidentifiés, on a adapté une méthodologie provenant de l'ADEME. Et la première étape a consisté à réaliser un petit peu un panorama des éléments de rafraîchissement urbain qui sont existants ou pas justement sur ces différents sites. On a classé ces éléments de rafraîchissement en 3 catégories: les éléments verts et bleus, tout ce qui concerne le végétal, l'hydrographie; les éléments gris qui concernent un petit peu l'infrastructure urbaine, les matériaux; et puis les éléments doux qui sont en lien avec les comportements et la gestion urbaine, donc tout ce qui peut concerner la mobilité douce, toutes ces choses-là. Et on a positionné chacun de ces éléments-là sur une échelle de température avec les petits pics de grammes qui sont affichés. Et une fois ce panorama réalisé, on a orienté pour chacun de ces sites, on a fait des préconisations sur différentes solutions permettant d'atténuer, de s'adapter, d'atténuer le phénomène d'ICU. Donc je ne sais pas si ma présentation est très lisible, mais oui, voilà, des solutions vertes et bleues, consistant à voir, peut-être dans certains cas il faut plus végétaliser, dans certains cas il faut s'intéresser à la végétalisation des façades, dans certains cas il va falloir travailler à la désimperméabilisation. Dans d'autres, ça va être peut-être faire des préconisations sur la mobilité, donc à savoir peut-être mettre en place des pistes cyclables, des éléments pour attacher les vélos, voilà, donc tout un ensemble de solutions qui permettent d'améliorer le confort thermique des habitants. Et il est intéressant de noter aussi que ce travail qui est fait autour du confort thermique des habitants, il a aussi d'autres effets bénéfiques en matière de biodiversité, en aspect d'aspect paysager, et également de gestion des eaux pluviales. Mais voilà, on a aussi conscience que ça présente quand même quelques petits impacts négatifs que les collectivités ont bien en tête concernant une surcharge sur l'entretien de la végétation ou de la consommation en eau ou en énergie quand il s'agit d'entretenir et d'arroser les espaces verts. Donc là, je vais passer la parole à Laurent qui va descendre à l'échelle du bâtiment et qui va nous présenter la méthode ABCD. Effectivement, donc la réflexion à une échelle un peu plus grande est absolument nécessaire, mais à un moment donné, il va falloir traiter chaque bâtiment individuellement. Et ce que je vais vous expliquer, c'est la méthode qu'a élaborée le CEREMA justement pour aller à cette échelle du bâtiment. Mais avant ça, ce que je voudrais, c'est quand même un petit peu ouvrir le débat. On parle aujourd'hui de surchauffe
estivale, ok, c'est un des aléas et cette dernière été l'a montré et il peut avoir des impacts forts, mais quand on réfléchit à tous les aléas et en ce moment, nous, on travaille sur 7 aléas différents. Je voudrais en citer au moins un autre qui est directement lié à la question de la surchauffe, c'est la question de la sécheresse et de la problématique du retrait gonflement des argiles qui peut avoir un impact fort sur le bâti. Donc on a tout un panel d'aléas et on va, quand on est gestionnaire de bâtiments, devoir agir sur tous les bâtiments et pas pour les mêmes raisons. Donc on essaie de hiérarchiser les actions possibles. Donc je vais vous présenter le schéma qui est présenté ici avec l'analyse, le diagnostic comme première étape, et puis deuxième étape, des solutions pour effectivement adapter le bâtiment au climat de demain. La méthode, elle s'appelle ABCD pour adaptation du bâti au climat de demain. Et ce que l'on voudrait, c'est pouvoir dire tel bâtiment est prêt au climat de 2020, 2025, 2030, 2040, 2050, voire 2100. Tu peux tourner. Donc en gros, l'idée pour chacune des problématiques, c'est aujourd'hui de regarder que on a déjà les signes des événements qui causent des troubles dans notre vie quotidienne. Slide d'après. Alors bien entendu, les surchauffes, je vous l'ai dit, on l'a effectivement ressenti, mais moi je voudrais rajouter un élément. Quand on parle de surchauffe urbaine notamment, on s'aperçoit que les équipements de nos bâtiments ne sont peut-être pas prêts à des températures aussi élevées sur des périodes aussi longues. Et on se rend compte aujourd'hui que un équipement qui sert à de la ventilation ou une climatisation ou des centraux pour les réseaux informatiques ont un problème pour pouvoir résister dans le climat d'aujourd'hui et on fait appel aux bâtiments pour pouvoir assurer ça. Alors il y a les inondations, il y a bien entendu l'érosion, le trait de côte, il y a les questions de température, d'événements climatiques extrêmement forts, il y a les incendies et puis le dernier, les mouvements de terrain, le RGA dont je vous ai parlé. Alors, quand je vous dis on prépare pour les climats de demain, il faut dire oui, mais ce sera quoi le climat de demain ? Là-dessus, il y a quand même des travaux qui ont été faits, notamment, et qui ont été validés. C'est ce qu'on appelle la TRAC, la trajectoire possible, et le PNAC. Les PNAC, ce sont les plans nationaux d'adaptation au changement climatique. Ils se fixent sur un certain nombre d'hypothèses de la TRAC. Je ne vais pas rentrer dedans, mais en gros, aujourd'hui, au CEREMA, pour anticiper, on a ce qu'on appelle le programme plus 4 degrés. On imagine une solution que l'on espère que l'on n'attendra pas, mais pour prévoir et être prêt à quelque chose qui est important en termes d'évolution climatique. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Pour les bâtiments, on va croiser des données de 3 natures différentes. Premièrement, et Arnaud en parlait avant moi, c'est celle de l'exposition. Pour tous les aléas dont je vous ai parlé, il existe des bases de données d'exposition en fonction notamment des trajectoires d'évolution du climat. La deuxième chose, non, ne tourne pas encore. La deuxième chose qui va être fondamentale, c'est la connaissance du parc. Connaître son bâtiment. Est-ce que le bâtiment, il est adaptable ? Je vais vous expliquer ce que ça fait. Est-ce qu'on va pouvoir installer des casquettes pour éviter le rayonnement ? Est-ce qu'on va pouvoir végétaliser, Arnaud en a parlé, en façade ou aux abords, de manière à améliorer la situation ? Toutes ces solutions-là, il faut les étudier et voir si le bâtiment, il n'est pas trop vieux ou mal adapté aujourd'hui. Et demain, est-ce qu'il est possible de l'adapter au changement climatique ? Troisième type de données dont on va avoir besoin, c'est le gestionnaire qui va nous préciser quels sont les enjeux de ces bâtiments. Et les enjeux, en fait, on commence à les apprendre. Arnaud a parlé, une école, ce sont les enfants, c'est un petit peu un site préservé, mais est-ce qu'il faut mettre toutes les écoles au même niveau ? Est-ce que demain, il faut envisager d'avoir des établissements publics qui soient des refuges
par rapport à un certain nombre de publics plutôt fragiles. On pense notamment aux personnes âgées. Et dans une commune, il pourrait y avoir des stratégies d'adaptation. Dernier point, et on le vit pour certains événements, vous savez, quand il y a des inondations, ben on ramène tout le monde dans les gymnases parce qu'il y a un clos, il y a un couvert, il y a une possibilité d'offrir du service, mais il faut que ces gymnases ils soient accessibles. Et donc, il faut aussi les adapter. Donc, il y a un enjeu patrimonial qui est à définir par le gestionnaire, par les collectivités, pour pouvoir avoir une bonne stratégie d'adaptation. Derrière, ce qu'il faut voir, c'est que quand on est technicien, on va peut-être travailler sur 1, 2, 3 bâtiments. Mais les gestionnaires, je pense aux collectivités territoriales, eh ben, ils sont amenés à travailler sur 30 bâtiments, 40 bâtiments, 300 bâtiments. Et puis, il y a un gros gestionnaire qui est l'État. Il a 100 millions de mètres carrés. Et là aussi, il va falloir réfléchir à comment adapter ces bâtiments. Donc pour ça, les méthodes vont bien entendu pas être les mêmes. Et donc on développe différentes typologies en fonction de la taille du parc à adapter. Slide suivante. On a bien entendu défini un référentiel pour analyser le bâtiment par rapport à chacun des aléas. Si on parle de vagues de chaleur, directement, on va se poser la question, comment est isolé le bâtiment? Comment est la toiture? Comment sont le sol, les fondations? Comment sont les ouvrants? Souvent, le rayonnement solaire est une des premières sources, une source de chaleur qui amène dans les bâtiments. Donc, slide d'après, on a un tableau, je ne vous demande pas de le décrypter là, mais qui, étape par étape, va guider le gestionnaire pour mettre en bon français un scoring à chacun des aléas, pour chacun des aléas et pour chacun de ces bâtiments. Et à la fin, ben, le score sera de 1 à 4 en fonction de le bâtiment, il est relativement prêt aujourd'hui ou une action est absolument nécessaire sur le bâtiment rapidement. Pour cela, on a besoin d'un certain nombre de données. Je vous l'ai dit, elles sont compilées ici, ces données, et elles sont de nature différente, bien entendu. Il y en a qui sont très faciles à atteindre et dont l'impact est très fort. Donc ceux-là, ils vont être incontournables, hein. Je vous les ai cités. Si votre bâtiment il est mal isolé, ben, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Au bout d'un moment, et très rapidement, vous aurez l'influence du temps qu'il fait à l'extérieur. S'il fait très chaud ou très froid, vous le vivrez complètement. Mais par contre, les ouvrants, les vitres, ben on va pouvoir travailler dessus. Et donc, l'ensemble de ces données, on les a compilées en disant facile à atteindre, compliqué, d'importance mineure, d'importance intermédiaire ou d'importance majeure. Ce qui fait qu'on va avoir aussi un taux de certitude qui permettra, en fonction du niveau d'information que l'on aura recueilli pour les bâtiments, d'avoir un gage de qualité sur l'analyse que l'on fait. Je passe maintenant à la deuxième étape, une fois qu'on a fait un diagnostic, si le diagnostic il est de qualité. C'est quelles sont les solutions d'adaptation. Alors, premier point, ces solutions, on est en train de les élaborer et de les tester. J'y reviendrai en conclusion. Alors, on a différents leviers. Le premier levier sont des solutions techniques. Si on n'a pas d'isolation, mettre de l'isolation permettra d'améliorer la situation. On a des solutions dites organisationnelles. Ben, c'est adapter, par exemple, le temps de travail ou les horaires de travail. Il y a des pays en Europe qui le font très bien. Si vous vous déplacez en Espagne, et notamment au sud de l'Espagne, vous verrez qu'entre guillemets, ils n'ont pas le même mode de vie que nous. Non, ils se sont adaptés aux conditions climatiques pour pouvoir garantir les conditions de vie. Troisième point, ce sont des solutions qui sont en lien direct avec la végétalisation. Et on croit beaucoup, comme l'a dit Arnaud avant, sur le fait que l'on va pouvoir agir sans modifier en profondeur les bâtiments en jouant sur la végétalisation des bâtiments et des abords. Slide d'après. Donc, en fonction de différents aléas, et je vous en ai mis 3 là, je vous ai classé les différentes solutions qui s'offrent aux gestionnaires. Et donc, ça va être un recueil de champs d'action possibles. Avant-dernière slide.
je voulais vous faire un petit peu de publicité par rapport à des guides que produit le CEREMA. Donc, vous en avez deux. Notre stand, il est juste à 20 mètres, 30 mètres, en face de moi, là, directement en face. Vous avez, par exemple, bâtiment public, prévenir les coups de chaleur. Vous retrouverez l'ensemble des éléments ici. Sur la partie qu'a présenté Arnaud, moins de surchauffe urbaine, des villes plus vivables. Et puis, on a aussi des guides du type pour transférer l'information plus facilement, qui soient des bandes dessinées. Vous savez, souvent on dit un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Ben, vous retrouverez un certain nombre d'éléments assez fondamentaux, mais de manière très ramassée et accessible au plus grand nombre. Donc c'est en vente libre, c'est même en prêt gratuit, et vous pouvez les retirer sur le stand, ou si vous allez sur notre site, ceremaweb.fr, vous allez trouver toutes nos documentations gratuites et vous pouvez les télécharger. Je voudrais terminer par un point. Ces solutions-là, beaucoup de monde en parle, mais il y a peu de données qui soient objectivées sur quel est le rôle quand on plante un arbre, ou quand on plante une haie, ou quand on met une visière. Il y a très peu de données là-dessus. Le CEREMA, en collaboration avec le CSTB et l'ADEME, ces trois opérateurs publics qui associent leurs forces, ont levé une subvention pour tester en vraie grandeur, dans des vraies collectivités, des vraies solutions d'adaptation et monitorer ces solutions pour objectiver les résultats qui seront atteints. L'objectif, c'est de tester des solutions innovantes. Des solutions, en général, on va privilégier les solutions passives pour la question de l'énergie, mais on ne négligera pas quand même les solutions actives en ayant bien sûr un ratio entre le prix de l'investissement, le prix du fonctionnement et la rentabilité en termes d'adaptation au changement climatique. Voilà, je vous remercie de votre attention et Arnaud et moi restons disponibles. Si vous avez des questions de précision ou des questions d'élargissement, maintenant ou après, et on sera sur le stand du CEREMA, mais la parole est à vous si vous avez des questions de précision. Oui. Bonjour, alors ce n'est pas une question de précision, c'est plus un partage d'informations. Je représente l'UNIOPS, qui est une union d'associations du secteur de la solidarité et de la santé, et on est membre de la journée de lutte contre la précarité énergétique. Donc vous en avez sans doute entendu parler, mais dans ce cadre-là notamment, on défend une proposition de loi transpartisane sur l'adaptation au changement climatique et notamment le problème des bouilloires thermiques qui sera examiné en janvier 2026. Donc s'il y a des élus ou des représentants qui seront en situation de se positionner sur le sujet dans la salle, c'est simplement pour attirer votre attention sur ce sujet complètement en lien avec ce qui vient d'être présenté. Merci encore pour votre présentation. C'est effectivement complètement en lien. C'est un sujet qui revient de manière récurrente. C'est un sujet sur lequel nous, on pense qu'il faut agir aujourd'hui pour préparer demain. Si aujourd'hui on se dit « Ah, il y a l'hiver qui arrive, il fait froid, et il fait plus froid en ce moment », mais qu'on attend juin prochain, les résultats, on ne les aura pas en juillet-août. Et donc, c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. J'ai vu passer la loi transpartisane et sur lequel on a émis un avis. Oui. Merci. Est-ce qu'il existe des données qui permettent d'évaluer et d'aider à la prise de décision sur le fait d'aménager un habitat en l'isolant et en estimant l'objectif accessible avec des travaux de rénovation énergétique par rapport au coût en termes de matières premières, d'énergie, etc., de destruction du bâtiment et construction d'un nouveau bâtiment par rapport à comment peser l'énergie grise versus l'énergie économisée par une rénovation énergétique. Alors, il y a eu plusieurs études que j'ai vues passer qui ont été réalisées par des promoteurs immobiliers justement sur la solution on rase, on reconstruit. La question, ou une réponse extrêmement précise là-dessus est compliquée. Parce que ça dépend, bien entendu, du bâtiment au départ.
Et ça dépend de l'objectif qu'on se donne sur le bâtiment. Il y a plusieurs, pour ne pas dire un grand nombre de rénovations profondes des bâtiments qui ont eu lieu et dans lesquels, à minima, le squelette du bâtiment a été gardé essentiellement sur une question environnementale, l'énergie grise, parce que réutiliser ce qui existe, c'est la meilleure énergie que l'on ne dépense pas. Donc ça, c'est un fait. Et en plus du fait de l'évolution des usages, les bureaux plus petits, des logements plus grands, mais peut-être avec différentes pièces, peut-être plus de monde, et bien en fait, la rentabilité ou le retour sur investissement avait donné de très bons résultats. Sur des bâtiments très vieux, j'ai 2 exemples en tête dans lesquels il est montré que, sur certains calculs économiques, détruire et reconstruire à neuf avait donné de meilleurs résultats. Mais tout dépend dans les indicateurs que l'on se donne. Pour moi, aujourd'hui, et pour le CEREMA, quand on parle adaptation comme le point numéro 1, c'est que cette posture sur l'adaptation nous permet de travailler sur l'atténuation aussi, parce qu'on fait des travaux, on va utiliser des matériaux qui ont un faible impact, mais ça nous permet aussi d'économiser, d'utiliser ce qui existe aujourd'hui. J'ai eu une donnée économique que je veux partager avec vous. Aujourd'hui, les bâtiments existants, si on les considère absolument tous, suffisent aux besoins de bâtiments que l'on a. Mais il faudrait tous les utiliser et tous les adapter. Et bien, au CEREMA, avec notre petite contribution, on se dit, c'est le challenge sur lequel on veut apporter des pierres essentielles à l'édifice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions où vous n'avez pas d'informations à nous communiquer sur un niveau de dégradation énergétique, je ne sais pas comment le formuler, enfin, d'inefficacité énergétique d'un bâtiment pour lequel une rénovation serait limitée dans son objectif. Non, fondamentalement, enfin là c'est l'ingénieur que je suis qui parle. N'importe quel bâtiment, sauf s'il a subi des dégradations structuraux de type post-guerre, des choses comme ça, où parfois il faut nécessairement arriver à raser et voire à réutiliser les mêmes matériaux pour pouvoir transformer les matériaux pour pouvoir reconstruire. On sait bien faire les bâtiments aujourd'hui, notamment au travers de la RE 2020. On va pouvoir faire quelque chose avec un impact environnemental en le prenant en compte, avec le confort d'été, avec un certain nombre. On arrivera à avoir un bâtiment qui est performant. Mais effectivement, avec des coûts qui peuvent être plus élevés, des coûts financiers. Mais les coûts environnementaux, et si demain on monétarisait le carbone, ça ne l'est pas aujourd'hui, ben, ça pourrait redéfinir l'analyse en coûts financiers. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, mais sans trop appuyer dessus. Est-ce qu'il y a une autre question ? S'il n'y a pas d'autres questions, c'est toujours possible, hein, et puis on reste disponible, mais on va être exactement dans les temps. Au niveau du CEREMA, on est carré sur les horaires. Donc, on a démarré à l'heure et on termine avec 1 minute, quasiment 2 minutes. En tout cas, merci de votre attention et puis à votre disposition pour approfondir.